Entre nos cultures. Caroline Duban, bonjour. Vous avez fait des études, des recherches et une thèse sur les foires et marchés au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement sur ces foires et marchés? C'est le XVIIIe ou c'est le commerce? C'est un petit peu tout ça et c'est surtout le fait de pouvoir travailler dans le domaine judiciaire, les archives judiciaires, parce que c'est vraiment pour moi le type de document qui permet de refléter le mieux les mentalités d'une époque. Oui, ce ne sont pas uniquement dans les foires et marchés, c'est également toute la vie qui est autour, toute la vie sociale. C'est ça, les foires et marchés en réalité ce n'est pas qu'une assemblée commerciale, bien évidemment c'est le propre de ces manifestations, c'est pour ça qu'on y va principalement, mais c'est surtout un lieu de rencontre, de retrouvailles, de règlement de comptes. C'est un lieu aussi où le Seigneur peut montrer qu'il a ses droits et ses prérogatives sur un espace donné. C'est un lieu aussi où le domaine religieux est très présent, où aussi certaines personnes qui ne sont pas croyants, parce qu'il y en avait déjà même à cette époque-là, expriment leur désarroi pour les uns, leur conviction pour les autres. Donc c'est très complet. La foire est généralement plus grande, mais pas spécialement, c'est qu'elle dure plus longtemps. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est de savoir le temps qu'elle peut durer et savoir si elle bénéficie de franchises, c'est-à-dire de privilèges qui vont, par exemple, éviter aux marchands de payer l'octroi. Évidemment, quand on n'a pas à passer ses marchandises par un bureau d'octroi, c'est beaucoup plus intéressant, donc ça va attirer plus de monde et beaucoup plus beaucoup plus loin. Voilà. Donc le judiciaire arrive là aussi. Et oui, le judiciaire a sa place, puisque de toute façon, il est partout, que ce soit pour ordonner, pour sévir ou pour protéger. Et les bagarres devaient arriver assez souvent. C'est un jour de fête, on se libère. Ça arrivait, mais je pense que par rapport au nombre de foires qui sont vraiment avérées dans les documents comme les calendriers des armateurs ou les almanachs, il y a beaucoup plus de manifestations qu'il n'y a de règlements de compte finalement. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre une foire ou un marché pour gérer ses affaires. Disons que ça peut être une bonne occasion de retrouver quelqu'un qu'on ne voit pas facilement, puisque les foires et les marchés vont attirer des personnes qui sont habituellement recluses dans leur métairie ou dans leur ferme. Et les dates et les lieux étaient gérés au niveau national, au niveau du royaume en fait. Alors, en fait, on avait, malgré le peu d'effectifs qu'on pouvait avoir, on avait quand même des personnes qui étaient chargées de faire respecter la loi, mais cette loi était bien difficile à observer, puisque on avait aussi des traditions locales, des coutumes qui faisaient que ce qu'il y a d'inséré déjà depuis des époques, on n'arrive même pas à se souvenir des origines, les mœurs des personnes sont une chose et puis la loi c'est encore autre chose. Mais il y avait effectivement des instances à Paris, à Versailles qui étaient censées gérer les troubles, les prévenir le plus possible et puis les régler quand on pouvait. Mais généralement les troubles n'étaient pas réglés autrement que par des ordonnances ou des arrêts qui étaient délivrés et qui n'étaient pas plus respectés que les lois qui avaient été dictées avant. Oui, sur un marché, vous disiez qu'il y avait comment on appelle, un spot. Un poteau public, un poteau ou un pal public. Voilà, c'était une espèce de grande poutre de bois à quatre faces assez large qui permettait de placarder les avis de recherche. Donc on appelait les monitoires. On plaçait aussi les ordonnances, les arrêts. On indiquait aussi le descriptif des personnes qu'on recherchait. Si par exemple on était à la recherche d'un contrebandier, eh bien on arrivait à décrire très précisément, puisque la photographie n'existait pas, on décrivait très précisément la couleur des yeux, la taille, les vêtements, s'il y avait une cicatrice, quelque chose comme ça. Voilà. C'était aussi le symbole donc, du Seigneur. Alors ça fait partie de ces architectures qui étaient un lien entre les locaux et le Seigneur, puisqu'en fait ces symboles-là étaient censés le représenter même en son absence. C'est pour ça que je dis souvent que le pal public c'est un peu un lien totémique, c'est un peu comme une effigie
seigneuriale, que ce soit ecclésiastique ou laïque, mais ça restait une effigie à laquelle on était soumise, parce que on faisait des ventes aux enchères, parce qu'on réglait certains conflits, parce que certains jugements pouvaient être donnés, parce que des procès-verbaux étaient dressés, que les inspections en foire et marché étaient établies à cet endroit-là. Donc le pal public ressort peut-être plus que d'autres lieux. Je dirais que ça ressort autant de l'autorité que pouvait l'être la place du pilori, par exemple. Et quels étaient les commerces principaux qui étaient sur ces foires et marchés? Alors tout dépend des localités, bien évidemment, parce que chaque lieu a ses spécialités. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais on a essentiellement des foirailles qui permettent de présenter des bœufs et des chevaux. Alors ce sont essentiellement des chevaux qui sont souvent récupérés d'autres régions. On a rarement des jeunes chevaux, hein, ce sont déjà des animaux qui ont fait leur temps dans les fermes, qui sont souvent récupérés, vendus en Poitou pour être renvoyés en Normandie ou en Bretagne pour les engraisser et les refaire travailler une deuxième fois dans les fermes. Voilà, donc c'était un peu du recyclage de bétail. Vous parliez des mules et mulets qui étaient exportés Oui. dans toute l'Europe. Alors là, c'est à Niort. C'est à Niort, en fait, qu'on trouve des élevages de mules et de mulets qui étaient vraisemblablement robustes et puis qui avaient peut-être des caractéristiques esthétiques voilà, qui me sont un peu étrangères, mais qui en tout cas à l'époque étaient très très recherchées, et donc qui se vendaient en Hollande et surtout en Espagne parce que c'était les dames d'un certain rang qui appréciaient les allures de ces animaux, qui appréciaient, on appelle ça une assiette, hein, c'est-à-dire la manière dont on peut s'asseoir dedans. Apparemment, elles étaient particulièrement très confortables, ces bêtes-là. Voilà. Et c'était organisé au niveau d'une journée ou plusieurs journées, mais souvent, vous disiez, ça commençait par une messe, donc un lien avec les fêtes religieuses. Alors, il y a toujours un lien avec le religieux, soit parce que la foire va se tenir en face de l'église, soit parce qu'il y a quelquefois des processions, soit parce qu'on fête un saint ou une sainte le jour où il y a la foire ou le marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'instaure ce jour-là. Ou alors tout simplement parce que ce lien doit être séparé, puisque normalement, je dis bien, les jours de fête solennelle, pendant la messe et pendant les dimanches, normalement, ces activités sont interdites. Mais je dis bien normalement, parce que comme à chaque fois, on trouve toujours des localités qui arrivent à déroger à ce genre d'interdiction, soit parce qu'elles sont trop importantes et qu'on n'a pas assez d'effectifs pour interdire quoi que ce soit parce qu'elles tentent, et puis si elles se font attraper, bon, elles auront essayé, c'est comme ça. Déjà, d'ici quel siècle, ça n'a pas changé beaucoup en fait. Mais en fait, l'être humain reste humain, j'ai envie de dire. Quelles que soient les époques, on va retrouver des comportements très très similaires, avec bien évidemment des codes un peu différents, des moralités différentes, hein, évidemment, parce que là, on est quand même dans une époque où le religieux est beaucoup plus présent. Par exemple, quand arrive la période 1793-94, on est dans un autre état d'esprit. Tout ce qui est lié au clergé et à la souveraineté va sauter, donc on va avoir une autre approche. Ça, j'en ai pas parlé, mais pour résumer, quand va arriver le calendrier révolutionnaire, ça va totalement chambouler les points de repère, parce que les gens qui sont pour la plupart illettrés se repèrent par les jours saints. Saint machin, saint truc. Et en fait, si on dit, voilà, on est le 18 Floréal, ça correspond à quoi? Et en fait, il y a beaucoup de foires et de marchés qui se sont retrouvés déserts parce que les gens se sont trompés, ou des gens qui sont arrivés pensant que c'était ce jour-là et il ne se passait rien. Et il y a eu plusieurs plaintes comme ça pour que l'ancien calendrier grégorien revienne. Et bon, ça a duré quelques temps jusqu'à ce qu'effectivement on repasse à l'autre calendrier. C'est vrai que les embauches, par exemple, se faisaient à la Saint-Michel. Par exemple, on a ce qu'on appelle la louée des domestiques. Alors en fonction des régions, elle va prendre différents noms, mais les jeunes gens ou les jeunes femmes qui cherchaient à être embauchés dans les fermes ou comme domestiques dans une maison arrivaient avec un code vestimentaire particulier. Alors généralement, les jeunes filles, elles mettaient à leur boutonnière
des petites fleurs qu'elles trouvaient dans les prés pour la journée. Et puis, elles se mettaient sur le champ de foire et elles attendaient. Donc, généralement, vérifier l'état des dents, vérifier si c'était un homme, s'il était robuste, voilà. On va revenir nous raconter tout ça, c'est passionnant. Ah, mais j'avais prévenu que je pouvais tenir très très longtemps, mais c'est bien la durée qui a déterminé les sujets. C'est vraiment une thèse qui vous a passionné, j'imagine, alors, parce que Oui. vous la vivez encore aujourd'hui. Et je la vis encore aujourd'hui parce que c'est à partir du moment où on travaille sur de l'humain, j'ai un rapport un peu particulier avec les archives parce que pour moi, c'est pas seulement des affaires avec un numéro de l'IAS, avec une date, avec un individu. En fait, je travaille pas sur des spécimens, je travaille sur de l'humain. Et je peux pas m'empêcher d'être empathique avec certains sorts, avec certains événements parce que je sais pas, peut-être que c'est propre à ma personnalité, mais en tout cas, pour moi, ils sont vivants. Et dans les mémoires amérindiennes, on dit toujours que tant qu'il y a un ancêtre pour parler de ce qui a été, la personne est toujours vivante. Et c'est un peu ma façon de penser. Voilà. Vous pouvez nous montrer votre livre ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est ce qui est sorti d'après la thèse. Hein. Bien évidemment, ça a été un peu épuré, parce qu'une thèse sur plusieurs années, les termes choisis sont un peu plus complexes et puis il y a beaucoup plus de diagrammes, beaucoup plus de tableaux. Là, en l'occurrence, les tableaux, les diagrammes ont été incorporés dans le texte, ont été mis sous forme de texte. Et puis, certains dossiers qui étaient peut-être moins pertinents ont été mis de côté. Mais dans l'essentiel, j'ai placé vraiment les affaires qui étaient les plus étonnantes, les plus classiques aussi, parce qu'il faut un petit peu de tout pour se faire une idée de ce paysage humain qu'il pouvait y avoir. Et c'est paru à la Geste. C'est la Geste Édition, ce sont les toutes jeunes presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine. En fait, c'est une collection qui est sortie en fin d'année 2019 et c'est ce livre-là qui a fait la sortie de la collection. C'est-à-dire que le livre est sorti au moment où la collection a été inaugurée. Voilà. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Et pour ce livre-là qui restera, j'imagine, un peu partout. Il est même consultable sans doute aux archives. Maintenant. Aux archives, oui, à La Rochelle. Vendu, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Vous pouvez le trouver même sur le site de la Geste également, pour ceux qui préfèrent passer par une plateforme internet. Voilà, il est trouvable sur tous les secteurs possibles et inimaginables. Merci beaucoup. Merci à vous. Entre nous cultures,